Salut, nous sommes le... C'est même plus quel jour. Le mardi 12 janvier. Je viens vous parler du livre de Catherine Eggenberg. C'est une nouvelle série. C'est classé sans suite. On est avec une enquêtrice qui s'appelle Liv Janssen. Elle vit à nouveau chez ses parents parce qu'elle a démissionné de la police. Elle était dans le nord du Jutland. Euh, Elle a démissionné, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas beaucoup d'informations tout le long du livre. Donc elle a ouvert sa boîte de détective privé. Euh, mais son mentor, son chef, lorsqu'elle était à la police, a besoin qu'elle rouvre une enquête que lui a classée, mais il n'est pas satisfait. Il sait qu'il y a quelque chose, mais donc il donne à Liv Janssen cette enquête. C'est l'enquête sur un journaliste d'investigation qui a été tué, enfin, qui s'est apparemment suicidé, mais Peter Baum n'est pas satisfait. Pour lui, il y a quelque chose d'autre. Donc, Liv Janssen va enquêter, elle va rouvrir l'enquête, elle va interroger à nouveau les témoins, interroger la femme, le frère, interroger même un peu plus. Dans le même temps, on est aussi dans une enquête que la police mène avec Peter Baum. Une femme a été retrouvée morte dans la forêt. Euh, donc on suit cette enquête également. Et on suit aussi en 1940, on va suivre, je recherche son nom, David Léon en 1940, dans les années 40. Donc ces trois enquêtes, trois temporalités qui finalement vont finir par se télescoper. Catherine Lindbergh, elle a une prose poétique et délicate, une fluidité dans le récit, des personnages qui sont emplis de mystère, de traumatisme, et une aura subtile qui enveloppe certains êtres. Moi, j'ai adoré, même s'il m'a fallu un peu de temps pour bien situer et la temporalité et surtout les personnages des différentes temporalités. Puis après, je me suis laissée embarquer par l'enquête. Je me suis laissée mener par l'autrice. J'ai découvert avec Liv le meurtrier de Gert, donc le journaliste. J'ai suivi Peter dans son enquête sur cette femme qui a été tuée. Et puis, j'ai suivi aussi David Léon. Et ce passé, c'est les racines du mal. On va remonter à ce qui s'est passé. Et c'est en fait ce qui va permettre de relier tout ça. Euh, Ces trois enquêtes qui se télescopent, et au commencement était la mort, et le lien entre ces trois enquêtes, c'est la trahison, ce sont des faits historiques réels. C'est un fondement truqué, c'est un pilier qui est morcelé, bâti sur des mensonges. Et c'est l'histoire, la grande histoire qui se mêle à la petite histoire. C'est prenant, c'est addictif. Tout s'imbrique, la tension monte crescendo et l'autrice maîtrise à merveille son récit. C'est une fin qui surprend, et puis dans ce livre on a envie de connaître un peu plus ce livre, donc je pense que c'est un premier tome d'une nouvelle série. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien de lire ce livre, pas besoin de trop me concentrer, mais il était très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous parler maintenant du temps d'après de Jen Egland. Donc je vous parle du temps d'après, c'est de Jen Egland. J'avais lu le premier tome, c'était il y a 15 ans. Ouais, je crois, 15 ou 20, je ne sais plus. Euh, je regarde si c'est ouais. Donc 15 ou 20 ans, le premier tome. On est dans le deuxième tome, on retrouve Nell et sa sœur Eva. On est aussi avec Burl, qui est le petit garçon d'Eva. Enfin, ce sont ses mères. Il n'y a pas de père, ce sont ses mères.
C'est une vie qui est routinière, qui est dans le grand, qui est en forêt, c'est au rythme des saisons, au rythme du temps. La forêt leur donne le gîte et le couvert. Ils sont trois. Ce sont trois personnes c'est un groupe de trois personnes et Burl, le petit garçon. Enfin, le petit garçon qui a 15-16 ans à cette époque. Ben, il a envie d'autre chose, il a envie de connaître d'autres humains, il a envie de savoir ce qui se passe ailleurs, hein. Donc ce monde d'après, c'est un grand point d'interrogation. C'est un grand point d'interrogation pour Burl. Il ne sait pas il n'arrive pas à s'imaginer quel est l'autre, mais il a envie de le connaître. Et depuis qu'il a vu la lumière qui est en face de là où ils sont, ce qui est sur la colline en face, il a envie d'y aller. Il a envie d'aller connaître qui est là-bas. Il a envie de faire connaissance. Euh, Moi, c'est un récit linéaire qui parfois m'a fait décrocher. Cependant, lire le temps d'après, c'est oublier les codes de la dystopie. C'est, j'arrive même pas à parler. Les codes de la dystopie, c'est ne pas avoir ni les aboutissants ni les tenants. C'est se laisser porter, c'est suivre les mots de l'autrice, c'est s'immerger dans la vie de notre trio au plus près de la nature et de la puissance de la littérature. Moi, j'aurais aimé prendre Burl par la main pour ce chemin initiatique. Euh, il est hyper attachant, il a un langage rien qu'à lui, et il a été protégé, surprotégé par ses sœurs, par ses mères, et elles lui ont appris à vivre dans cette forêt, mais à la respecter aussi. Ce livre, c'est une ode à la forêt, c'est une ode à la nature, c'est une ode à la terre, c'est une grande maîtrise, c'est une profondeur, c'est un livre qui nous parle au plus proche de la nature. On sent l'humus, on sent les feuilles qui pourrissent. Le grand personnage principal. Après, ouais, comme je disais, il se passe pas de grands, de grandes révélations, de grandes choses. C'est un récit, oui, linéaire, mais qui est agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice et c'est assez contemplatif. C'est ouais, c'est assez contemplatif. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-ci. Allez, moi je sais pas, je les mets tous les deux dans la même veine. Donc voilà. Je vais vous parler aussi de Solène Bakowski. Je vous prendrai demain, je vous en parlerai peut-être demain, je sais pas, je verrai bien. J'essaierai de mettre cette vidéo mercredi en fin d'après-midi. Je vais vous parler aussi de ce livre, Wildin, tout ce qui est à toi brûlera, chez Pocket, que j'ai lu hier après-midi et cette nuit. C'est un livre qui est assez dur. C'est un livre qui parle de la traite des Blanches. C'est un livre où on parle d'esclavage humain, d'esclavage sexuel. C'est on y retourne parce qu'on a envie de savoir. Enfin, moi, je trouvais ça dur, mais en même temps, j'avais envie de continuer à chaque chapitre. J'avais pas envie de m'arrêter, j'avais envie de savoir si Tan Dao, qui est appelée Jeanne, va réussir à se sauver de l'emprise du pervers narcissique, du toxique qu'il a acheté. Et elle a déjà essayé de se sauver, mais elle a toujours été rattrapée. Et pour la punir, il lui a brisé la cheville. Elle a la cheville qui est complètement, qui ne s'est pas remise, qui est en mille morceaux. Et elle n'arrive pas à bien marcher.
Et puis, il y a un moment, même si lui fait très attention, hein, elle, elle attend un enfant de ce monstre, mais ce monstre ne sera jamais le père de son enfant. Elle sera la mère et le père de son enfant. En même temps, il y a d'autres choses qui vont se passer et elle ne veut pas, elle veut le meilleur pour son enfant, elle ne veut pas qu'il vive, surtout si c'est une fille, elle ne veut pas qu'elle vive sous l'emprise de cet homme, elle ne veut pas qu'elle soit l'esclave de cet homme, elle va essayer de s'en sortir malgré tout, elle va essayer ouais, de contrecarrer les plans de son tenancier. C'est un livre ouais, très dur que j'ai lu avec Elodie Univers. Comme elle dit, c'est un livre court et efficace, c'est le cas. Je le répète, il est très dur. Il est terrifiant, horrifiant, horrifiant n'existant pas, horrifique. Il est terrifiant, horrifique, il est violent. Euh, il y a les abus sexuels, il y a tout le reste, aussi le psychologique, les abus physiques, les abus psychologiques. Elle est dans une prison, mais est-ce qu'elle va réussir à s'envoler de sa cage et ouais, à pouvoir se sauver. C'est c'est un huis clos terrifiant sur la folie et l'emprise dans lequel on est retenu captif. C'est un thriller immersif dans les tréfonds de la noirceur humaine. C'est, comme je disais, ouais, c'est assez... c'est dégueulasse. J'avais pas envie... J'avais deux sentiments. J'avais pas envie de continuer, mais en même temps, je voulais savoir ce qu'il en était. Donc, c'est... Wildin, tout ce qui est à toi brûlera. Il y a 270 pages, je crois, et 280 pages. Et franchement, je l'ai trouvé excellent. En ce moment, je lis Bleu, Blanc, Rouge de Benjamin Dierstein, qui est sorti chez Flammarion. Moi, j'avais déjà lu La Cour des Mirages, des Miracles. Je ne sais plus, c'est La Cour des Miracles, je crois. La Cour des Mirages, donc j'avais bien, bon, la première fois, qui est une trilogie. Il y avait le Sirène qui fume, La défaite des idoles et La Cour des Mirages. Ici, bien sûr, c'est un livre qui est géopolitique. On va, pareil, il y a la petite histoire dans la grande histoire. Hein. C'est assez, on va retrouver, c'est une saga satirique. Historique entre satire politique et roman noir, c'est tragédie mondaine. On retrouve les personnages de Valéry Giscard d'Estaing, de Pierre Goldman, Jacques Messrine, Jean Bédel-Bocassa, Alain Delon, Tani Zampa ou Omar Bongo. On est dans la traite des blanches, on est dans des policiers ripoux aussi. On est dans des policiers très connus, dont... alors moi je me souviens parce que je suis des années fin 60, fin des années 60, mais j'ai entendu parler de Broussard, je crois. Ouais. De Broussard qui était un policier. Donc je me souviens de ça, je me souviens aussi des attentats. On va se retrouver, c'est une traque sur un groupe gauchiste proche d'Action Directe. C'est les années d'exil en Afrique, c'est le mercenaire Robert Vautier, c'est les frères Zemmour, c'est ouais, c'est géopolitique, c'est hyper bien mené. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de recherches de l'auteur. J'aime beaucoup, je suis très fan. Et je l'ai commencé, il y a 800 pages. Donc je n'aurai pas fini fin de semaine, mais je l'ai commencé, parce qu'après je vais le donner à mon mari.
Et la nuit, je lis le dernier il est là, j'ai tout dans la poche de mon fauteuil. De Catriona Ward, Un cri dans le désert. J'ai commencé, je suis pas loin, je suis à une trentaine de pages, donc je peux pas trop en parler. Lorsqu'elle fuit Sonjal, un ranch isolé dans le désert californien, Rob Kursen s'est juré de tout oublier de son enfance et des terribles événements qui l'ont profondément marqué. Pour tenir ce passé sous clé et protéger ses deux filles, elle est prête à tout. Mais quand son aimé Kelly se met à parler à des amis imaginaires et que des ossements d'animaux sont retrouvés dans leur maison, Rob comprend que sa fille constitue une nouvelle sorte de menace. Ouais, c'est assez... Pour l'instant, ouais, c'est assez flou. Après, je ne vais pas plus loin hein, dans la 4e de couve. C'est assez flou. Je ne sais pas où elle va nous emmener. Mais pour l'instant, il me paraît intéressant. Donc, on verra bien où l'autrice nous mène. Donc, ça, c'est ma lecture de nuit. Donc voilà, je vais continuer mes chroniques et je viendrai vous en reparler bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'il fait beau chez vous, que vous avez un beau soleil, que vous n'êtes pas dans le gris. Si vous avez un soleil, profitez-en, vous ne savez pas le bonheur que vous avez. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut, donc nous sommes le vendredi 14 février, je devais mettre cette vidéo mercredi, je devais la mettre aussi jeudi, mais je vous la mets aujourd'hui, promis, j'arrête après. De toute façon, il y a assez de bouquins, sinon cette vidéo va être trop longue. J'en ferai une, j'empilerai avec une autre, mais là ça y est, c'est tout, j'arrête aujourd'hui. Je bois mon café, mon deuxième café de la journée, ça fait du bien. J'espère que vous avez le soleil comme moi je l'ai. Moi je sens mon bouquet de mimosa que mon mari m'a offert. Alors que c'est la fête des amoureux, mais on n'entend pas cette fête pour s'offrir quelque chose. Puis il y a tellement de fêtes que on n'en finit plus. Je vais vous parler du livre de Solène Bakowski, la plus jolie fin du monde. On commence par la mort et on déroule la vie. C'est Gaël et Yann, Yann et Gaël. Gaël, c'est la petite fille, Yann, c'est la grand-mère. Et puis Yann a toujours été un phare pour Gaël parce que Gaël, son père est décédé, donc le fils de Yann, et sa mère ne s'est jamais remise de sa mort et elle l'a plutôt... elle s'est laissée couler. Psychologiquement, elle a elle a laissé tomber. Au fur et à mesure, la mère de Gaël s'est laissée glisser en fait dans la folie, dans l'alcool. Donc ça a été une vie difficile pour cette gamine qui est révoltée. C'est une jeune femme qui est abîmée, qui est solitaire. C'est une jeune femme dont la grand-mère a toujours été un phare. Donc là, elle reçoit un coup de fil, sa grand-mère a eu un AVC et Gaël est désemparée. Entre mort et vivant, elle attend de partir. Et c'est pas facile. Gaël, elle a peur au ventre parce qu'elle doit... elle a encore besoin de sa grand-mère. Elle a la peur de la perdre. Elle ne veut pas. Elle a encore tant de choses. Mais Yann est suspendu entre ce flottement entre les morts et les vivants. C'est à la fois ce qui va tous nous arriver, hein, enfin plus ou moins. Mais on parle dans ce livre, on parle de la mémoire, on parle des secrets enfouis, on parle d'une Gaëlle qui va essayer de remonter l'histoire et embellir les derniers instants de sa grand-mère.
Elle voudrait lui donner ce que sa grand-mère lui a donné tout le long de sa jeunesse, tout le long de son début de vie de femme. Et puis, est-ce que Gaëlle, en remontant la vie de sa grand-mère, va pouvoir apaiser sa colère, apaiser ses tempêtes, hein, et puis retrouver la paix avec soi-même. Sa grand-mère demande à Gaëlle en fait, de pouvoir mourir dans la dignité, que le moment venu, elle ne voudrait pas d'acharnement thérapeutique, elle voudrait qu'on la laisse tranquille. Et c'est quelque chose qui pèse sur Gaëlle. C'est pas facile de dire ben non, pas d'acharnement thérapeutique quand ce sont les gens que l'on aime, enfin quand ce sont les gens que l'on aime, les gens qui ont été importants dans notre vie, notre famille. Et c'est une décision qui est très dure à dire, à vivre, mais je pense que c'est une décision qu'il faut respecter. Parce que effectivement, mourir dans la dignité, c'est un droit. Nos animaux ont le droit, pourquoi pas nous les humains. Et à l'heure où nos députés s'insultent, s'insultent et s'invectivent à l'Assemblée, les malades en fin de vie attendent qu'une loi soit votée. Et en donnant, je parle de malades, je me mets dedans, mais ouais, je me mets dedans aussi. En donnant le droit de mourir dans la dignité, c'est quelque chose qui est important. S'il n'y avait pas eu cette dissolution de merde, c'est quelque chose qui aurait pu être voté avant. Je termine parce que j'ai ma tasse, je me balade avec ma tasse, c'est pas top. Alors Gaëlle, elle va accompagner, elle donne de l'humanité à la fin de vie de sa grand-mère. Elle écoute ce que sa grand-mère dit, elle essaie de prendre, de voir si c'est la réalité ou si c'est les divagations de sa grand-mère. Elle reconstruit son passé, elle essaie de découvrir qui était réellement sa grand-mère finalement, parce que sa grand-mère, c'était une femme forte, déterminée à l'époque où la femme restait au foyer. Non, elle a décidé de refaire des études, d'être sage-femme. Elle était déterminée à travailler et elle a cassé les codes elle s'est affranchie, elle a cassé les codes de cette époque. Et c'est une Yann en avance sur son temps, féministe avant l'heure. Et en même temps, on a aussi, dans le passé de Yann, on a le présent qui va se percuter. On a la mort, la vie, la mort. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ? C'est une équipe médicale aussi, il faut le dire, hein, parce que dans les soins palliatifs... c'est une équipe médicale qui est bienveillante, qui écoute les proches, mais qui est sincère aussi. Il ne donne pas forcément de l'espoir quand il n'y en a plus. Il laisse à la famille le temps de l'acceptation, du deuil, mais après c'est la famille qui choisit. Mais effectivement, il y a beaucoup de bienveillance, tout en disant les choses telles qu'elles sont. Ce livre, enfin la plus jolie fin du monde, ce livre c'est aussi une atmosphère, c'est la mer, c'est les vagues, c'est la houle lors des tempêtes, c'est l'odeur des embruns, c'est les jours d'orage, la mer qui donne, qui reprend. Et c'est la Bretagne. Et c'est très présent dans ce livre parce que Yann a arpenté tous les jours cette plage. C'est beaucoup d'émotions qui nous traversent.
car on va être tous confrontés à ce choix, plus ou moins, mais c'est un beau message de résilience et d'amour, de respecter ce que le patient en fin de vie aimerait. Et quand le corps n'a plus la force de porter, l'esprit se prépare à éveiller ailleurs, à s'éveiller ailleurs. Moi j'aime beaucoup Solène Bukowski, elle a une plume poétique qui émeut, qui bouleverse, c'est un roman sur la transmission, c'est une ode à la vie, c'est une allégorie de ceux qui nous ont précédés, qui nous ont élevés, et puis qui sont toujours en nous, avec nous. Ouais, c'est un joli moment de lecture, c'est un joli moment d'émotion. Donc lisez Solène Bukowski, La plus jolie fin du monde, je pense qu'il est sorti début février. Je suis plus sûre, mais si, début février. Je vous parlais de... J'ai lu Colette, le fanal bleu, c'est l'un des derniers chez Rivage Poche. Solène Bukowski, c'est chez Récamier. J'ai lu Colette, le fanal bleu, chez Rivage Poche. Je n'ai plus de maison. La cinquantaine est loin, il me reste l'avidité. C'est la seule force qui ne se fasse pas humble avec le temps. C'est Colette qui a dit ça. Moi, Colette, je l'ai découverte fin du collège, si ma mémoire est bonne. J'ai aimé lire Colette. Ce fut une révélation pour moi. J'ai aimé cette femme qui s'était affranchie aussi de tous les codes de ce que la société donnait. Elle était libre d'aimer, d'écrire. C'est libre de s'habiller comme elle voulait. C'était quelqu'un qui était assez provocatrice. Le fanal bleu est le dernier livre de Colette. On suit ses pensées, l'évocation de lieux, de toute une vie qu'elle a jalonné, ses amis, ses amours. On sent dans ses écrits une certaine nostalgie, mélancolie. On sent des mots qui nous transpercent. C'est la vie qui passe, c'est qui file, la nature, le vin, parce que c'était une amatrice. La famille, c'est toujours délicat, c'est une écriture précise, sensuelle, irrésistible. C'est une écriture des mots peut-être parfois désuets, mais c'est une écriture, moi, que j'aime beaucoup. Alors, malgré la maladie, la souffrance, elle arrive à y mettre beaucoup d'humour. Ses confessions sont assez drôles, sont légères. Elle n'est pas... elle se voit avec les yeux d'une femme qui a bien vécu, qui regarde encore par la fenêtre, parce que sur la fin, elle était mobilisée dans une maison, sur un fauteuil, parce qu'elle avait d'énormes souffrances, de l'arthrite. Et quand elle se penche sur sa vie, c'est une vie qui a été riche, passionnée, passionnante. C'est en regardant par cette fenêtre, elle s'évade et elle nous évade aussi. Moi, j'adore les écrits de Colette. C'est peut-être pas son meilleur, mais c'est tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a rencontré, la nature qu'elle aimait, les animaux, tous ceux qui ont jalonné sa vie, lisez Colette. Donc chez Rivage, Poche, lisez-le, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Actuellement, je vais vous dire un autre livre. Donc là, c'est un album enfant. Que j'ai trouvé, il faut que je vous en parle parce que je l'ai trouvé magnifique. C'est Où est maman? C'est de Yi Xiong. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais désolé. C'est les éditions des éléphants. C'est un livre magnifique, très très beau. C'est du papier de riz. C'est très doux, très. Alors, c'est Bébé Phoque qui
qui attend sa maman n'est pas rentrée, et il a faim. Il a faim, il a peur, il voit un petit ours qui passe devant lui et qui se moque de lui. C'est Alors, Petit Phoque, lui, attend toujours sa maman, alors que Petit Ours va la rejoindre. Mais quelques minutes, heures passent et il entend au secours. En fait, c'est une partie de la banquise qui s'est détachée et il y a maman ours et petit ours qui partent, qui sont immobilisés, qui sont sur ce petit espace qui est emmené par les courants et ils ont besoin d'aide. Un petit bébé phoque va, malgré sa peur, il va y aller, il va essayer d'aider maman ours et petit ours, mais il est trop petit, donc il demande à une tortue centenaire de l'aider, à Austerne, qui est un oiseau marin, de l'aider, et puis finalement à la baleine de venir l'aider et les aider. Et bébé ours et maman ours vont être sauvés grâce à la baleine. Et en même temps, petit ours dit à bébé phoque que sa mère aussi est en danger car il y a des prédateurs qui tournent autour d'elle. Donc, tous ses amis, tous ceux qui ont aidé petit ours, maman ours, ils vont pour pour que pour que les prédateurs se sauvent. Et maman phoque est sauvée. Ce livre, c'est beaucoup d'amour, c'est de la tendresse, c'est aussi de l'entraide, c'est aussi écologique. Et c'est abordable pour les enfants de 3 ans. Puis il y a une fin heureuse, c'est tout ça, c'est donc la nature, l'écologie. On parle d'écologie, de la sensibilisation, l'entraide entre animaux, entre humains, et l'amour, le lien filial, l'amour d'une mère avec son enfant. Lisez-le, achetez-le. Si vous avez un livre à acheter à un enfant entre 3 et 5 ans, achetez ce livre. Franchement, il est magnifique. Moi, je l'ai trouvé très beau, très doux, très sensationnel, superbe en fait. Donc, je lisais, je lis actuellement Catriona Ward. C'est l'autrice de La dernière maison avant les bois que moi j'avais adoré. C'était un livre assez psychologique, psychiatrique. Elle m'avait complètement elle m'avait complètement retournée, bouleversée. Un cri dans le désert. Alors j'ai pas fini, hein, mais on parle de Callie, on parle de Rob. Callie, c'est sa fille, et son mari, c'est Irvine. Ils ont aussi une autre fille qui s'appelle Annie, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est une famille, pour l'instant, je trouve que c'est une famille assez dysfonctionnelle, mis à part peut-être la petite Annie. Mais Irvine, Rob et Callie sont des personnes... la gamine de 12 ans, c'est assez spécial. Elle tue des animaux, puis après elle colle les os sur des feuilles et elle les garde. Elle a une cachette où elle range tout ça. Et puis elle a des amis imaginaires, elle en a 2. C'est assez spécial. On sait aussi, on apprend que Rob a un secret. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance, l'adolescence. Et puis Irvine, qui a l'air d'être un homme assez toxique et que je ne supporte pas. Et
Enfin, cette famille, elle est assez spéciale. J'en suis au point où, pour l'instant, je ne sais qu'en penser. C'est la robe a emmené Kali dans le désert, hein, donc là où vivait avant Rob, qui finalement ne s'appelle pas Rob, elle a un autre prénom. Et ouais, je dois dire, je suis assez, pour l'instant, circonspecte. Ouais, alors l'atmosphère est effectivement inquiétante. Après, je dois dire que je ne sais pas où on va. Je suis un peu déstabilisée. Donc, on verra. J'espère le terminer aujourd'hui parce que j'en suis à un peu plus de la moitié. Je ne sais pas quoi en penser. J'aimerais lire. Je vais vous dire ce que j'aimerais lire cette semaine. Alors, ça va être chaud, hein, parce qu'il y en a plusieurs que j'aimerais lire. Donc déjà, il faudrait que je lise, enfin, il faudrait, non. Je me suis engagée à vider ma palle, et ce livre, je l'ai depuis, je me suis engagée, ouais, j'ai eu envie de vider ma palle. Ce livre, je l'ai eu le 14 septembre 2019. Donc ça commence à dater, j'aimerais le sortir, surtout que j'ai lu tous les autres, et, enfin, peut-être pas le dernier. Mais sinon, j'ai lu tous les autres. Celui-ci, ben, je l'ai acheté en 2019 et je ne l'ai toujours pas lu, ce qui n'est pas normal. Donc, ouais, j'aimerais commencer ce week-end, et j'aimerais aussi, surtout ce week-end, terminer mes BD que je n'ai pas terminé et que je voulais déjà terminer la semaine dernière. Mais là, il faut que je m'y emploie parce que je suis seule le week-end, donc je vais pas grand-chose à faire, juste me faire à manger et ça ira très vite. J'ai reçu 1, 2, 3, 4 bouquins que j'aimerais lire, enfin que j'attendais impatiemment et que j'aimerais lire, mais je ne les lirai pas ce week-end, c'est pas possible. J'aimerais les lire la semaine prochaine, mais à mon avis, je n'aurai pas fini. Je n'arriverai pas à tous les lire. J'aimerais lire Chris Whittaker, toutes les nuances de la vie. J'attendais impatiemment une nouvelle sortie de Chris Whittaker, parce que j'ai adoré Duchesse fut un coup de cœur. Si vous avez la possibilité de l'acheter, il est sorti en poche. Moi, c'était un livre, ouais, qui m'avait vraiment bouleversée. Duchesse, c'était ouais, superbement écrit. C'était une gamine une gamine qui n'a pas eu la vie facile, auquel on s'attache. Et ouais, j'attendais avec patience. Il paraît que celui-ci, il est encore meilleur. Je ne sais pas si on peut faire meilleur, mais on verra bien. Donc bon, il fait quand même un petit 830 pages. J'ai eu aussi Psychose de chez Au Diable Vauvert, donc Duchesse. Chris Whittaker, c'est chez Sonatine. Psychose, c'est Au Diable Vauvert, c'est Gilles Vincent, et je ne connais pas, c'est un polar. Au Diable Vauvert, j'avais déjà lu, je ne sais plus ce que j'avais lu, mais bon. C'est un thriller, je verrai bien, il est assez court, donc je ne sais pas si ma nuit n'est pas top, je le lirai peut-être. Donc la semaine prochaine aussi, j'aimerais lire L'Héritage sans nom, c'est pareil, un thriller qui est sombre et hypnotique, qui puise dans les contradictions et les perversités les plus intimes de la société norvégienne. Ça me dit bien, moi qui lis plutôt souvent des thrillers italiens ouais, ou américains. Mais L'Héritage sans nom de Hélène Gustafsson, je ne sais pas si j'ai déjà lu quelque chose d'elle. Alors si, je sais pas si... Non, j'ai jamais lu. Donc ça va être une première, et ouais, le synopsis me plaisait bien. Je vais pas le dire, c'est juste un thriller. Et puis je voudrais pas... Enfin, j'avais lu le début du synopsis, donc ça me plaisait, et donc on verra. Donc ces trois-là, pareil, hein, il fait quoi, 500 ou 600 450 pages. Donc 3, c'est déjà pas mal.
J'ai presque terminé Les filles de Birkenau, ça c'est beaucoup plus simple à lire, enfin beaucoup plus simple, parce que c'est David Teboul qui a recueilli les paroles de Isabelle Choco, Judith Elkann Hervé, Ginette Kolinka et Esther Seno. Toutes les quatre étaient à Birkenau. Elles sont là pour raconter ce qu'elles ont vécu. Ginette Kolinka a eu 100 ans il y a peu de temps. Donc c'est un bouquin qui m'intéressait, qui m'a été proposé par les arènes. Sont les dernières et il a été important dans les jours actuels, enfin dans le monde actuel. Je regarde quasiment plus les infos. Les seules infos que je regarde, c'est le quotidien. Mais sinon, je ne regarde plus les infos. J'ai plus envie. Je n'aime pas le monde comme il est actuellement. Il me fait peur, non pour moi, mais pour mes enfants, mes petits-enfants. La vie est un éternel recommencement et ce genre de livre, c'est quelque chose à transmettre. C'est quelque chose... Enfin, c'est un livre à ne pas oublier. Ne pas oublier ce qui s'est passé. Ne pas oublier les millions et les millions de morts. Les personnes sacrifiées pour l'idéal d'un tortionnaire, j'arrive même plus à trouver le mot. Quelqu'un comme Poutine aussi, par exemple. Quelqu'un complètement désaxé aussi comme Trump. Tous ces gens-là qui peuvent du jour au lendemain déclarer la guerre et s'emparer du Groenland ou de l'Ukraine. Et nous, on n'est pas non plus, enfin nous en France, on n'est pas non plus forcément protégés. Et c'est à ne pas oublier quand on voit l'extrême droite qui remonte, l'extrême gauche aussi, parce que je les mets dans le même panier. Mais ouais, c'est quelque chose, c'est un bouquin, un récit. C'est émouvant en même temps. Elles ont aussi les rires encore malgré tout, malgré les atrocités qu'elles ont vécues, malgré les morts qui ont jalonné leur vie. Mais c'est un bouquin qui est très émotionnel. Je vous en reparlerai. Je vous reparlerai aussi de Mauvais Oeil. Je suis en retard dans mes chroniques, naturellement. Et je vais peut-être refaire un stop dans les réseaux. Je dis peut-être une semaine par mois. J'ai aussi ce livre à vous parler. C'est l'écartèlement d'une femme entre son héritage familial, strié des douleurs palestiniennes, et l'appel d'air d'une nouvelle vie en Caroline du Nord, et puis savoir si tous les silences sont bons à briser. Je vous parlerai, j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai la prochaine fois. Dites-moi si vous en avez lu quelques-uns, dites-moi si vous comptez en lire, certains qui vous sont présentés ici. Et je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt et j'essaie de vous concocter quelque chose très très rapidement. Ciao!